Dans les premières heures d'un matin glacé de 1944, les brumes envahissaient les vallées d'Europe, où les fronts s'entrechoquaient comme des vagues de métal et de chair. À l'est comme à l'ouest, le monde semblait en proie à une folie inarrêtable, une tempête qui emportait tout, ne laissant derrière elle que des ruines et des souvenirs meurtris. Dans cette tourmente, parmi les soldats de la Wehrmacht, certains prenaient conscience de l'inégalité profonde entre les forces en présence. L'un d'eux, un jeune soldat nommé Marcus, se tenait à l'entrée d'un hôpital de campagne, observant avec stupéfaction les conséquences de cette différence invisible, cette frontière entre la vie et la mort que l'on appelait pénicilline. Avant qu'on ne reprenne, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain je vous ai réservé quelque chose de vraiment spécial. Marcus avait été élevé dans un petit village bavarois, entouré de champs verdoyants et du parfum du foin fraîchement coupé. Son enfance avait été simple, rythmée par les travaux agricoles et les fêtes saisonnières. Lorsque la guerre éclata, il se porta volontaire, poussé par un mélange de patriotisme, de curiosité et de naïveté. Il pensait voir le monde, défendre sa patrie et revenir triomphant. Mais la réalité se révéla bien plus sombre et complexe. Les batailles prirent des allures de cauchemar, les camarades tombaient comme des feuilles emportées par le vent, et les blessures, souvent, ne guérissaient jamais. Il avait d'abord servi sur le front de l'Est, où le froid mordait les os et où les distances semblaient infinies. Là-bas, il avait découvert la cruauté des hivers soviétiques et les limites de la médecine allemande. Les médecins faisaient de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Des pansements en papier, des antiseptiques parfois périmés, et une détermination inébranlable. Pourtant, malgré tous leurs efforts, la gangrène, la fièvre et les infections importaient davantage d'hommes que les balles ennemies. Marcus avait vu des camarades, blessés au bras ou à la jambe, mourir en quelques jours, leur corps incapable de lutter contre les assauts invisibles des bactéries. Lorsque son unité fut déplacée vers l'ouest, vers les Ardennes, il espérait un changement. Être les conditions seraient-elles moins sévères? Être les blessés auraient-ils plus de chances de survivre? Mais il découvrit rapidement que l'enfer prenait simplement une autre forme. Les forêts épaisses, les chemins boueux et les pluies incessantes rendaient chaque déplacement pénible. Les combats étaient féroces et les lignes bougeaient constamment. L'hôpital de campagne où il fut assigné ressemblait à une série de tentes alignées à la hâte, avec des tables de fortune, quelques instruments chirurgicaux et une équipe débordée. Un jour, un convoi de prisonniers arriva au camp. Parmi eux se trouvait un soldat américain grièvement blessé. Marcus, curieux, s'approcha pour observer. Le médecin allemand qui l'examina fronça les sourcils. La blessure, bien que grave, semblait propre, et un pansement soigné recouvrait la plaie. Lorsque Marcus demanda quel traitement avait été administré, le médecin répondit d'une voix presque admirative, « de la pénicilline ». Marcus répéta le mot, incertain. Il avait entendu des rumeurs à propos de ce médicament miracle, mais n'en avait jamais vu. Le médecin expliqua, à voix basse, que les Américains en disposaient en grande quantité, grâce à une production industrielle massive, et que ce médicament empêchait les infections de se développer, sauvant ainsi d'innombrables vies. Marcus sentit une vague de frustration et de tristesse l'envahir. Comment était-il possible que leurs ennemis possèdent une telle ressource, alors que de se contenter de pansements en papier qui se déchiraient au moindre mouvement? Cette injustice lui paraissait insupportable. Il se souvenait des nuits passées à veiller un camarade, priant pour que la fièvre baisse, pour que l'infection cesse de se propager, pour que la vie l'emporte sur la mort. Il se souvenait du regard de ceux qui savaient qu'ils allaient mourir, non pas parce que la blessure était trop grave, mais parce que leur corps n'avait pas les moyens de lutter contre les microbes qui s'insinuaient dans leurs plaies. Le médecin allemand décida d'administrer le reste de pénicilline trouvé sur le soldat américain pour tenter de sauver un capitaine allemand blessé la veille. Marcus observa avec fascination les gestes précis du médecin, la manière dont il injecta le médicament avec un espoir mêlé de désespoir. Les heures passèrent, et le capitaine, qui auparavant délirait de fièvre, sembla se stabiliser. Sa respiration devint plus régulière, sa peau reprit une teinte normale. Marcus n'en revenait pas. Était-il possible qu'un simple médicament puisse avoir un effet aussi spectaculaire?
le capitaine survécut, et Marcus en parla avec ses camarades, décrivant presque la scène comme un miracle. La nouvelle se répandit rapidement dans le camp. Les Américains possédaient un remède qui sauvait les hommes, même lorsqu'ils semblaient condamnés. Cette révélation provoqua un mélange d'admiration et d'amertume. Certains soldats se mirent à rêver de mettre la main sur quelques fioles de pénicilline, espérant pouvoir sauver leurs amis ou eux-mêmes. D'autres se moquèrent, refusant de croire qu'un médicament puisse changer le cours de la guerre. Mais Marcus savait, au fond de lui, que cette découverte changeait tout. La supériorité militaire ne se jouait pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les tentes où l'on soignait les blessés. Avec les jours, Marcus devint obsédé par la pénicilline. Il questionnait les médecins, les infirmières, les prisonniers américains, cherchant à en apprendre davantage. On lui expliqua que les scientifiques alliés avaient travaillé sans relâche pour produire ce médicament à grande échelle, transformant ce qui était autrefois rare et coûteux en un outil accessible à leurs armées. Marcus imagina des usines immenses, remplies de travailleurs dédiés à la création de ces fioles de vie. Il sentit une admiration sincère pour cet effort collectif, tout en ressentant une douleur profonde à l'idée que son propre pays n'avait pas été capable d'en faire autant. Un soir, alors qu'il nettoyait les instruments médicaux, Marcus engagea la conversation avec un jeune médecin. Il lui demanda pourquoi l'Allemagne, pourtant avancée en sciences, ne possédait pas ce médicament. Le médecin soupira et expliqua que, bien que les scientifiques allemands connaissaient l'existence de la pénicilline, ils n'avaient pas réussi à en produire suffisamment pour l'armée. Les priorités étaient ailleurs, et les ressources se faisaient rares. La production industrielle, clé du succès allié, manquait cruellement au Reich. Marcus comprit alors que cette guerre ne se jouait pas seulement sur le front, mais aussi dans les laboratoires et les usines. Un jour, il reçut la visite d'un officier supérieur, venu inspecter le camp. L'officier semblait fatigué, son uniforme poussiéreux et froissé. Il demanda des nouvelles des blessés, écouta les rapports des médecins et observa le travail de Marcus avec un regard attentif. Lorsqu'il entendit parler de l'incident avec la pénicilline, il resta silencieux un long moment. Puis il déclara que ce médicament représentait une menace pour l'équilibre des forces et que leur seule chance était de capturer davantage de stocks alliés. Marcus sentit son cœur se serrer. Était-ce donc là la seule solution? Voler la vie à l'ennemi pour espérer sauver la leur? Les semaines passèrent, et la guerre continua de faire rage. Les blessés affluaient par dizaines, puis par centaines. Les médecins travaillaient sans relâche, leurs visages marqués par l'épuisement. Marcus faisait de son mieux pour les aider, changeant les pansements, apportant de l'eau, soutenant les hommes dans leurs moments les plus faibles. Il avait l'impression de n'être qu'un grain de sable dans un océan de souffrance. Mais il continuait, jour après jour, poussé par une force mystérieuse. Un après-midi, alors qu'il se reposait brièvement, Marcus entendit le bruit familier des moteurs d'avion. Il leva les yeux et vit un groupe de bombardiers alliés traverser le ciel. Le grondement des moteurs résonna dans son cœur comme un présage. Il sut que la guerre approchait de son apogée et que l'avenir de l'Europe se jouait dans ses cieux. Il ferma les yeux, inspira profondément et se prépara à retourner à son poste. Il savait qu'il devait continuer à aider, à protéger, à soigner, même si ses armes étaient dérisoires face aux forces colossales qui s'affrontaient autour de lui. Mais au-delà de l'action militaire, le cœur du récit bat dans les réactions humaines face à ce contraste médical. Les soldats allemands, habitués à des soins rustiques et souvent inefficaces, virent leurs illusions s'effondrer lorsqu'ils constatèrent que leurs ennemis pouvaient rétablir des hommes grièvement blessés en quelques jours. La pénicilline devint une arme silencieuse, plus puissante que bien des balles, car elle offrait à l'armée américaine une capacité de régénération presque surnaturelle. À l'hôpital de campagne où se trouvait Marcus, il n'y avait que quelques flacons de médicaments obsolètes, des bandes en papier et la volonté d'acier du personnel médical. On improvisait, on espérait, on priait. Certains blessés récupéraient, mais beaucoup mouraient de septicémie, leur corps incapable de lutter contre les infections envahissantes. Les médecins, impuissants, se contentaient de regarder la vie s'échapper entre leurs doigts, en regrettant un temps où la science aurait pu offrir des miracles accessibles. Un jour, un prisonnier américain fut amené à l'hôpital,
blessé au torse. Marcus observa discrètement lorsqu'un infirmier allemand fouilla le sac du soldat capturé. Parmi les objets personnels, il trouva une petite fiole étiquetée « pénicillin ». Marcus sentit son cœur se serrer. Comment un simple flacon pouvait-il signifier la différence entre la vie et la mort? L'infirmier montra l'objet au médecin-chef, qui resta silencieux, admirant presque l'ingéniosité de l'ennemi. Mais il n'y avait pas assez de médicaments pour espérer traiter tous les blessés. La fiole fut rangée avec un soin extrême, comme un trésor précieux, à utiliser uniquement en dernier recours. La nouvelle se répandit rapidement dans le camp. Les Américains possédaient une potion miracle. Cette rumeur redonna un souffle d'espoir, mais elle provoqua aussi une détresse subtile, car elle rappelait l'abîme technologique séparant les deux nations. Quelques soldats commencèrent à rêver qu'ils pourraient un jour disposer d'une telle ressource, mais la réalité les rattrapait. Ils savaient que chaque bataille réduisait davantage leurs réserves, que le Reich s'effondrait lentement et que cette pénicilline resterait sans doute un luxe inaccessible. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps, alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. À mesure que les jours passaient, Marcus sentit le poids du monde peser sur ses épaules. Les nuits étaient rythmées par les gémissements des blessés et les journées par les récits des survivants. La guerre avait pris une dimension intime, où chaque décision médicale devenait un acte de courage ou de désespoir. Marcus comprit qu'il était au cœur d'un tournant historique, non pas sur le front, mais dans les tentes où la vie et la mort se disputaient chaque souffle. Alors qu'il regardait le capitaine Guéry marcher avec prudence à travers le camp, Marcus sentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'un jour, pensa-t-il, cette pénicilline serait accessible à tous. Peut-être que les armes tomberaient, remplacées par des fioles de guérison. Mais pour l'instant, la guerre continuait, et chaque journée apportait son lot de défis et de pertes. Un après-midi, alors qu'il se reposait brièvement, Marcus entendit le bruit familier des moteurs d'avion. Il leva les yeux et vit un groupe de bombardiers alliés traverser le ciel. Le grondement des moteurs résonna dans son cœur comme un présage. Il sut que la guerre approchait de son apogée et que l'avenir de l'Europe se jouait dans ses cieux. Il ferma les yeux, inspira profondément et se prépara à retourner à son poste. Il savait qu'il devait continuer à aider, à protéger, à soigner, même si ses armes étaient dérisoires face aux forces colossales qui s'affrontaient autour de lui. Dans les jours qui suivirent, le front sembla se rapprocher. Les bombardements devinrent plus fréquents, les colonnes de réfugiés plus nombreuses. Marcus se retrouva souvent à aider des civils, leurs visages marqués par la peur et la fatigue. Il offrait ce qu'il pouvait, un sourire, une bande de papier, ou simplement une écoute attentive. Ces gestes simples formaient des liens invisibles, des ponts entre des êtres perdus dans le chaos de l'histoire. Puis arriva la nuit qui changea tout. Un assaut massif secoua les lignes allemandes, forçant Marcus et son unité à se replier. Les cris résonnaient encore dans son esprit. Dans la confusion, il aperçut un jeune soldat américain blessé, presque inconscient. Sans hésiter, il le hissa sur son dos et se précipita vers un abri. Là, à la lueur d'une lampe vacillante, Marcus constata que la plaie s'infectait rapidement. Il savait que sans pénicilline, le jeune homme n'avait aucune chance. Alors, il prit une décision qui changerait sa vie. Il respira, espérant un lendemain meilleur. Vraiment. Dans la moiteur calme d'un hôpital de campagne américain installé quelque part dans la Normandie libérée, l'odeur de la pénicilline fraîchement diluée se mêlait à celle du sang séché. Des tentes blanches se dressaient en rang, battues par le vent chargé du parfum de la terre, retournées par les chenilles des blindés. Les infirmières, maculées de poussière et de fatigue, portaient des plateaux couverts de seringues et de bocaux où les noms des blessés étaient inscrits à la hâte. Chaque geste semblait calculé, précis, presque chorégraphié, comme si le temps se pliant à la volonté de la science pouvait arrêter l'hémorragie de la guerre. Le docteur Henderson, lunettes glissantes sur son nez à Mincy, marchait d'un patient à l'autre avec l'allure d'un homme qui savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. À côté de lui, le capitaine Brady prenait des notes sur l'efficacité des injections. Les deux hommes discutaient de posologie, d'observations cliniques, de variations inattendues, non loin, des soldats américains, couverts de boue,
arrivèrent sur des brancards tenus par 4 mains tremblantes. Ils avaient le regard vitreux des survivants qui ne comprenaient pas encore ce qu'ils devaient à la découverte d'un simple champignon. Dans un coin, un soldat de l'infanterie aux bras bandés priait en silence. Une infirmière lui parla doucement, vérifiant le pansement imbibé de sang. Elle dégagea la peau meurtrie, révéla des chairs brunies, elle essuya, désinfecta, puis injecta. La pénicilline s'insinua dans les veines du blessé comme une promesse. Le soldat, haletant, pensa à sa mère, à la table de la cuisine, aux éclats de lumière sur la vaisselle. Le souvenir lui sembla aussi lointain qu'un mirage. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, une unité de la Wehrmacht palpitait sous la pluie. Les soldats allemands, tremblants de fatigue, tentaient de chasser le froid de leurs doigts. Le caporal Franz Müller, observant le ciel noir, réprimait un frisson. Leur médecin, le docteur Vogel, ouvrit une caisse grisâtre. À l'intérieur, des pansements en papier soigneusement rangés. Vogel soupira, conscient que ces carrés trop fragiles ne feraient que retarder l'inévitable. Quand Karl Dietrich, un jeune soldat blessé à la jambe, s'approcha en boitant, Vogel constata que l'odeur de moisissure s'échappait de la plaie. Il tenta de bander, changeant le papier humide par un carré propre. Mais Karl savait que cette paix de fortune n'était qu'un masque fragile. Une balle souillée avait pénétré la chair, et l'infection progressait sûrement. Une odeur âcre montait, indiquant que la mort était déjà en marche. À l'ouest, l'hôpital américain bourdonnait sans relâche. Des générateurs ronflaient, alimentant des lampes qui dessinaient des halos blancs sur les visages fatigués. Les infirmiers circulaient, vérifiant les tables, notant l'évolution des patients. Henderson, ajustant ses lunettes, pensait à ses années d'études, à la première fois où il avait vu une injection de pénicilline stopper net une infection menaçante. Il ressentait encore l'émerveillement de cet instant. Le lendemain matin, Henderson examina le soldat aux bras déchirés. Le rouge de l'inflammation avait diminué, la fièvre semblait tomber. Il sourit, puis fit signe à une infirmière. Le soldat ouvrit les yeux, étonné par la clarté du jour. Il remua les doigts, découvrant que la douleur se retirait petit à petit. Henderson prit des notes, conscient qu'il tenait entre ses mains l'arme la plus puissante de cette guerre, la science. Dans les bois détrempés où l'unité allemande campait, le docteur Vogel cherchait désespérément à ralentir l'infection de Karl. Il fouilla dans ses sacs, chercha un remède. Mais il n'y avait rien. Juste des pansements, un peu d'alcool, quelques herbes desséchées. Le visage de Karl se crispa, une sueur froide coula sur son front. Vogel murmura des paroles rassurantes, mais son propre cœur était lourd. Au crépuscule, 2 éclaireurs américains capturèrent 3 soldats allemands blessés, dont Karl. Ils furent conduits à l'hôpital de campagne. Müller, somnolent, soutenait Carlet tandis que le 3e prisonnier marchait péniblement. À l'entrée de la tente principale, une infirmière leva les yeux, puis appela Henderson. Le docteur s'approcha, analysa les blessures en silence. Il se tourna vers Vogel, surpris de voir son regard empreint d'une fatigue profonde, résigné. Vogel, relevant la tête, dit d'une voix rauque qu'il n'y avait plus rien qu'il puisse faire. Henderson ordonna qu'on installe Karl sur une table. Les infirmières coupèrent le pantalon, observèrent la plaie grotesque. L'infection avait gagné du terrain. Henderson frotta ses mains tremblantes, prit une seringue et injecta la pénicilline. Vogel observa, le souffle suspendu. Il n'avait jamais vu une telle confiance dans un produit qui, selon les rumeurs, était presque miraculeux. À minuit, le vent hurla contre les parois de toile. À l'intérieur, Henderson veillait sur Karl. La fièvre était toujours haute, mais l'inflammation se stabilisait. Vogel, assis dans un coin, suivait chaque mouvement. Brady, consultant un rapport, expliquait que les résultats étaient encourageants. Vogel hoche la tête, se demandait comment on avait pu laisser son armée si démunie. Loin des discours grandiloquents de Berlin, la réalité se révélait crue. Face au produit, face de révélé, progrès, ils n'étaient plus les maîtres. Au petit jour, Karl respirait plus calmement. Il ouvrit les yeux, aperçut Vogel et Henderson. Ce dernier posa une main rassurante sur son épaule. Müller, assis près de lui, pleura silencieusement,
surpris de voir son ami encore vivant. Vogel ne put retenir un soupir. Il se leva, approcha Henderson et lui serra la main. Dans ce geste discret, il reconnaissait la supériorité de l'ennemi, non pas dans les armes, mais dans la médecine. Plus tard, Henderson et Vogel discutèrent. Vogel expliqua qu'en Allemagne, malgré des efforts admirables, les ressources manquaient. La pénicilline restait un rêve lointain. Les pansements en papier étaient devenus un symbole amer de ce qui leur faisait défaut, l'accès à la modernité scientifique. Henderson, compatissant, parla de chercheurs, d'usines, de chaînes de production qui, dès 1943, s'étaient lancées dans la fabrication de masse. Les États-Unis avaient compris que cette substance allait sauver plus de vies qu'aucun fusil. Durant la matinée, Karl réussit à s'asseoir. Une infirmière lui apporta de l'eau, l'aida à boire. Il remercia, cherchant ses mots en anglais. Elle sourit, posa sa main sur la sienne. Müller observa en silence, ébranlé par l'humanité de ces étrangers. À l'extérieur, des obus lointains résonnaient, rappelant que la guerre n'était pas encore terminée. Pourtant, à l'intérieur, un fragile fragment de paix persistait. Dans une autre tente, Henderson et Brady écoutaient Vogel parler de son expérience. Il évoquait les hôpitaux allemands, les pénuries, les officiers exigeant des miracles avec rien. Il décrivait les longues files de blessés, les infections rampantes, les plaies qui se refermaient mal. Il parlait aussi des soldats qui imploraient, qui pleuraient, qui mouraient, faute de soins. Brady, le stylo arrêté, hochait la tête, comprenant l'ampleur de la tragédie. L'après-midi, un convoi arriva, déposant de nouveaux blessés. Henderson se remit au travail. Vogel, restant volontairement en retrait, observait, admiratif. Il reconnaissait l'ordre méthodique, la logistique impeccable, la fluidité des gestes. Il nota comment les médecins coordonnaient les soins, se passant les instruments sans un mot. Il vit les flacons de pénicilline s'aligner comme des sentinelles silencieuses. Au fil des heures, Karl reprit des couleurs. Il pouvait déjà remuer les orteils. Müller s'assit à ses côtés, exprimant son soulagement. Karl lui raconta son rêve. Une prairie, un ciel bleu et l'odeur fraîche de l'herbe. Vogel, non loin, sourit faiblement. Ce rêve, pensa-t-il, aurait été impossible quelques jours plus tôt. Le soir, Henderson invita Vogel à partager un repas simple. Pain, soupe, un peu de café. Vogel accepta. Les deux hommes parlèrent longuement. Henderson évoqua son enfance, son désir de soigner. Vogel parla de son père, de la ferme familiale, de la décision difficile de devenir médecin au service d'une armée qui l'écrasait. Ils rirent, puis se turent, contemplant la lampe vacillante. Après le repas, Vogel retourna près de Karl. Ce dernier dormait paisiblement. Müller s'était assoupi aussi. Vogel les observa un instant, puis se tourna vers Henderson, murmurant qu'il n'oublierait jamais ce qu'il avait vu. Henderson répondit qu'un jour, la pénicilline ne serait plus un secret pour personne. La nuit enveloppa le camp. Dehors, le front grondait. Dedans, une nouvelle certitude flottait. La science avait franchi une frontière invisible. Et même au cœur de la guerre, elle rapprochait les hommes. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant aux choix dangereux qui nous avaient conduits jusque-là. Les ombres semblaient murmurer des secrets. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant aux choix dangereux qui nous avaient conduits jusque-là. Un vent froid traversait les ruelles. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant aux choix dangereux qui nous avaient conduits jusque-là. Je pensais aux camarades perdus. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant aux choix dangereux qui nous avaient conduits jusque-là. La résistance continuait malgré la peur. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant aux choix dangereux qui nous avaient conduits jusque-là. Les villages chuchotaient notre passage. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant aux choix dangereux qui nous avaient conduits jusque-là. Chaque pas portait le poids de l'histoire. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant aux choix dangereux qui nous avaient conduits jusque-là. La Bretagne gardait son souffle. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre,
réfléchissant au choix dangereux qui nous avait conduits jusque-là. Le colonel doutait encore. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant au choix dangereux qui nous avait conduits jusque-là. Nos espoirs restaient fragiles. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant au choix dangereux qui nous avait conduits jusque-là. Le silence n'était jamais complet. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant au choix dangereux qui nous avait conduits jusque-là. Les ombres semblaient murmurer des secrets. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant au choix dangereux qui nous avait conduits jusque-là. Un vent froid traversait les ruelles. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant au choix dangereux qui nous avait conduits jusque-là. Je pensais aux camarades perdus. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant au choix dangereux qui nous avait conduits jusque-là. La résistance continuait malgré la peur. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant au choix dangereux qui nous avait conduits jusque-là. Les villages chuchotaient notre passage. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant au choix dangereux qui nous avait conduits jusque-là. Chaque pas portait le poids de l'histoire. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant au choix dangereux qui nous avait conduits jusque-là. La Bretagne gardait son souffle. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant au choix dangereux qui nous avait conduits jusque-là. Le colonel doutait encore. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant au choix dangereux qui nous avait conduits jusque-là. Nos espoirs restaient fragiles. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant au choix dangereux qui nous avait conduits jusque-là. Le silence n'était jamais complet. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant au choix dangereux qui nous avait conduits jusque-là. Les ombres semblaient murmurer des secrets. Un vent froid traversait les ruelles. Je pensais aux camarades perdus. La résistance continuait malgré la peur. Les villages chuchotaient notre passage. Chaque pas portait le poids de l'histoire. La Bretagne gardait son souffle. Le colonel doutait encore. Nos espoirs restaient fragiles. Le silence n'était jamais complet. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant au choix dangereux qui nous avait conduits jusque-là. Les ombres semblaient murmurer des secrets. Un vent froid traversait les ruelles. Je pensais aux camarades perdus. La résistance continuait malgré la peur. Les villages chuchotaient notre passage. Chaque pas portait le poids de l'histoire. La Bretagne gardait son souffle. Le colonel doutait encore. Nos espoirs restaient fragiles. Le silence n'était jamais complet. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant au choix dangereux qui nous avait conduits jusque-là. Les ombres semblaient murmurer des secrets. Un vent froid traversait les ruelles. Je pensais aux camarades perdus. La résistance continuait malgré la peur. Les villages chuchotaient notre passage. Chaque pas portait le poids de l'histoire. La Bretagne gardait son souffle. Le colonel doutait encore. Nos espoirs restaient fragiles. Le silence n'était jamais complet. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant au choix dangereux qui nous avait conduits jusque-là. Les ombres semblaient murmurer des secrets. Un vent froid traversait les ruelles. Je pensais aux camarades perdus. La résistance continuait malgré la peur. Les villages chuchotaient notre passage. Chaque pas portait le poids de l'histoire. La Bretagne gardait son souffle. Le colonel doutait encore. Nos espoirs restaient fragiles. Le silence n'était jamais complet. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant au choix dangereux qui nous avait conduits jusque-là. Les ombres semblaient murmurer des secrets. Un vent froid traversait les ruelles. Je pensais aux camarades perdus. La résistance continuait malgré la peur. Les villages chuchotaient notre passage. Chaque pas portait le poids de l'histoire. La Bretagne gardait son souffle. Le colonel doutait encore. Nos espoirs restaient fragiles. Le silence n'était jamais complet. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant au choix dangereux qui nous avait conduits jusque-là. Les ombres semblaient murmurer des secrets. Un vent froid traversait les ruelles. Je pensais aux camarades perdus. La résistance continuait malgré la peur. Les villages chuchotaient notre passage. Chaque pas portait le poids de l'histoire. La Bretagne gardait son souffle.
Le colonel doutait encore. Nos espoirs restaient fragiles. Le silence n'était jamais complet. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant aux choix dangereux qui nous avaient conduits jusque-là. Les ombres semblaient murmurer des secrets. Un vent froid traversait les ruelles. Je pensais aux camarades perdus. La résistance continuait malgré la peur. Les villages chuchotaient notre passage. Chaque pas portait le poids de l'histoire. La Bretagne gardait son souffle. Le colonel doutait encore. Nos espoirs restaient fragiles. Le silence n'était jamais complet. Je marchais dans la nuit, sous le ciel sombre, réfléchissant aux choix dangereux qui nous avaient conduits jusque-là. Les ombres semblaient murmurer des secrets. Un vent froid traversait les ruelles. Je pensais aux camarades perdus. La résistance continuait malgré la peur. Les villages chuchotaient notre passage. Chaque pas portait le poids de l'histoire. La Bretagne gardait son souffle. Le colonel doutait encore. Nos espoirs restaient fragiles. Le silence n'était jamais complet. Le vent glacé soufflait sur les collines, portant avec lui les échos lointains des bombardements. Les arbres ployaient sous la force des rafales et les feuilles mortes tourbillonnaient autour de nos bottes boueuses. Dans cette vallée, chaque pas exigeait vigilance et prudence. Nous avancions lentement, conscients que la moindre erreur pouvait nous coûter la vie. Les obus éclataient à distance, mais le grondement des explosions faisait vibrer la terre sous nos pieds, rappelant constamment que nous n'étions pas seuls et que l'ennemi pouvait surgir à tout instant. Le colonel, habitué à la guerre depuis plusieurs campagnes, observait le terrain avec une attention méthodique. Ses yeux, perçants malgré la fatigue, scrutaient chaque recoin, chaque bosquet susceptible de cacher un tireur embusqué. Il savait que la confiance excessive pouvait être fatale et que l'expérience de terrain valait mieux que toutes les cartes stratégiques. Nous étions un groupe réduit, composé de soldats endurcis et de volontaires inexpérimentés. La diversité des profils rendait la cohésion difficile, mais nécessaire. Chacun devait suivre les ordres avec rigueur, car un seul faux pas pouvait déclencher un désastre collectif. Le matin se levait lentement. La brume recouvrait les champs comme un voile grisâtre, rendant la visibilité quasi nulle. Nous progressions en silence, utilisant des gestes précis pour communiquer. Le colonel nous avait appris à reconnaître les signes subtils. Une branche cassée, un oiseau s'envolant brusquement, le froissement d'un tissu sur le sol. Chaque détail pouvait révéler la présence de l'ennemi. La tension était palpable, et malgré la fatigue accumulée, nos sens étaient à l'affût. Nous atteignîmes un ancien village partiellement détruit par les bombardements. Les maisons, en ruine, offraient à la fois un refuge et un danger. Nous savions que l'ennemi pouvait s'y cacher, utilisant les décombres comme protection. Les murs effondrés, les poutres brisées et les fenêtres béantes formaient un labyrinthe où la vigilance devait être constante. Le colonel ordonna une inspection méthodique, chaque pièce examinée avec soin. Les soldats pénétraient lentement dans les bâtiments, armes prêtes, écoutant le moindre bruit. Dans l'une des maisons, nous découvrîmes des documents officiels laissés derrière par l'ennemi, des ordres manuscrits, des cartes et des rapports de mouvement. Ces documents révélaient la stratégie et la logistique employées par les troupes adverses. Chaque page était un fragment d'information précieux qui permettait de comprendre la disposition des forces ennemies, leurs points faibles et leurs priorités. Le colonel prit note de chaque détail, conscient que cette connaissance pourrait nous sauver la vie dans les jours à venir. Alors que nous poursuivions notre progression, nous rencontrâmes un groupe de civils terrifiés. Hommes, femmes et enfants cherchaient refuge dans les ruines. Leurs visages reflétaient la peur et la fatigue, mais également une lueur d'espoir à notre arrivée. Le colonel ordonna que l'on sécurise la zone avant d'interagir avec eux. Nous comprenions que chaque personne pouvait être une ressource ou un risque. Les civils connaissaient le terrain, mais certains pouvaient également fournir des informations à l'ennemi. L'un des civils, un homme âgé, s'approcha et murmura des informations cruciales sur les positions ennemies. Il connaissait les chemins cachés, les points de ravitaillement et les routines des patrouilles. Ces renseignements, bien que fragiles, constituaient un avantage tactique non négligeable. Le colonel écouta attentivement, vérifiant la cohérence de ses dires avec nos observations. Chaque détail validé renforçait notre plan d'action et augmentait nos chances de succès.
À mesure que la journée avançait, le soleil perça enfin la brume, révélant un paysage dévasté. Les champs étaient criblés de cratères, témoins des bombardements antérieurs. Les routes, creusées par le passage des chars et des véhicules, étaient boueuses et impraticables pour la plupart des moyens de transport. Nous avancions à pied, conscients que le moindre retard pouvait compromettre notre mission. La logistique était un défi constant, et chaque décision devait être mesurée. Nous atteignîmes un ancien dépôt de munitions abandonné. Le site, partiellement détruit, offrait un potentiel stratégique. Le colonel ordonna une inspection minutieuse pour détecter la présence éventuelle de pièges ou de mines. Les soldats se dispersèrent avec prudence, utilisant des gestes codés pour signaler les dangers. Chaque pas était calculé, chaque mouvement évalué en fonction des risques. La discipline et l'expérience se révélaient indispensables dans ce contexte. Dans le dépôt, nous découvrîmes des caisses contenant des fournitures médicales, des rations et des munitions. La surprise fut totale. Certaines provisions étaient intactes, offrant un avantage inattendu pour notre groupe. Le colonel prit le temps d'évaluer l'inventaire et de répartir les ressources. Les rations furent distribuées avec équité, les munitions stockées pour une utilisation stratégique. La découverte de ce dépôt changeait notre perspective sur la mission et renforçait notre morale. Nous continuâmes notre progression vers un point élevé, surplombant la vallée. La vue offrait un avantage stratégique majeur. Nous pouvions observer les mouvements ennemis et anticiper leurs actions. Les jumelles du colonel permirent de détecter plusieurs patrouilles, identifiant les itinéraires habituels et les positions défensives. Chaque observation était consignée et discutée, permettant d'ajuster nos plans en temps réel. La coordination devenait cruciale pour maintenir la sécurité et l'efficacité de notre groupe. L'après-midi avançait, et nous décidâmes de faire une pause dans une grange isolée. Les chevaux autrefois attachés avaient disparu, et l'espace offrait un abri temporaire. Nous utilisâmes ce moment pour soigner les blessures légères, réorganiser le matériel et échanger des informations sur les observations de terrain. Le colonel insista sur l'importance de la discipline, même dans les moments de repos. Le repos était nécessaire, mais jamais au détriment de la vigilance. Alors que le crépuscule approchait, les ombres s'allongeaient et la température chutait rapidement. Nous reprîmes notre marche, sachant que la nuit offrait à la fois protection et danger. Les chemins devenaient plus difficiles à discerner, et la moindre erreur pouvait nous faire tomber dans une embuscade. La tension augmentait. Mais notre expérience collective nous permettait de progresser, avec prudence et détermination. En approchant d'un petit village, nous remarquâmes des signes récents de présence ennemie. Empreintes fraîches dans la boue, traces de véhicules et restes de camp, temporaires. Le colonel ordonna une reconnaissance silencieuse pour éviter toute confrontation directe. Nous avancions en file indienne, chacun surveillant son voisin et l'environnement immédiat. Le silence était absolu, seulement interrompu par le froissement des feuilles et le craquement des branches sous nos pieds. Nous atteignîmes le centre du village et découvrîmes plusieurs bâtiments intacts. Le colonel décida d'établir une position temporaire pour observer l'ennemi. Chaque soldat prit un rôle précis. Certains surveillaient les accès principaux, d'autres inspectaient les toits pour détecter toute menace aérienne. La coordination et la discipline étaient essentielles pour maintenir la sécurité et éviter toute surprise. Au cours de l'observation, nous vîmes l'ennemi approcher avec un petit convoi. Les soldats se déplaçaient avec précaution, transportant des provisions et des armes. Nous pouvions constater leur organisation, leur discipline et la manière dont ils utilisaient le terrain à leur avantage. Chaque détail était enregistré et analysé par le colonel, déterminant les points faibles et les stratégies possibles pour notre groupe. La nuit tombante apporta un calme relatif, mais nous restions sur nos gardes. Le vent se renforçait et la brume enveloppait le village, rendant la visibilité limitée. Chaque bruit, chaque mouvement devait être interprété avec prudence. Nous avions appris à distinguer les sons du vent de ceux des pas ennemis. La vigilance était constante, et la fatigue commençait à peser sur chacun de nous. Dans cette obscurité, la solidarité entre les soldats devenait vitale. Chacun connaissait son rôle et celui des autres. La communication silencieuse, par gestes et signaux,
assurait une coordination parfaite. Le colonel insistait sur l'importance de ne jamais sous-estimer l'ennemi et de toujours anticiper ses actions. Cette discipline collective garantissait notre survie et notre efficacité face à un adversaire potentiellement supérieur en nombre et mieux armé. Nous décidâmes de passer la nuit dans le village, utilisant les bâtiments comme abri temporaire. Le colonel organisa des rotations pour la surveillance, garantissant que certains restent vigilants tandis que d'autres reposaient. Chaque membre du groupe comprenait l'importance de ces rotations et suivait les instructions à la lettre. Le repos était essentiel, mais jamais au détriment de la sécurité collective. Avant l'aube, nous préparâmes notre départ pour la prochaine étape. Les observations de la nuit avaient fourni des informations précieuses sur les mouvements ennemis et les points faibles du terrain. Le colonel récapitula les données et ajusta le plan d'action. Chaque détail comptait. Les empreintes dans la boue, les positions défensives, les sentiers secondaires. La planification minutieuse devenait la clé de notre succès. Le soleil se leva enfin, illuminant le village et révélant le terrain environnant. Nous reprîmes notre marche avec prudence, utilisant les informations recueillies pour progresser de manière stratégique. Chaque pas était calculé, chaque décision évaluée en fonction des risques et des avantages. La tension restait palpable, mais notre expérience et notre préparation renforçaient notre confiance. Nous atteignîmes un col stratégique offrant une vue dégagée sur les vallées environnantes. Le colonel ordonna une inspection complète de la zone. Nous observions attentivement tout signe de présence ennemie, chaque détail étant consigné et analysé. La coordination entre les soldats était parfaite, et chaque action suivait un ordre précis. La discipline et la rigueur étaient essentielles pour maintenir notre avantage. Alors que l'après-midi avançait, nous découvrîmes une petite cachette contenant des cartes et des documents laissés par l'ennemi. Ces informations révélaient les stratégies et les soient-pliqueux, plans futurs des troupes adverses. Le colonel analysa chaque document avec minutie, utilisant ces renseignements pour anticiper les mouvements ennemis et ajuster nos actions. Chaque détail pouvait faire la différence entre succès et échec. La fin de la journée approchait lorsque nous décidâmes de nous établir dans un lieu sûr pour la nuit. Le colonel organisa l'installation du camp, répartissant les postes de surveillance et les rotations pour garantir la sécurité. Chaque soldat connaissait son rôle et la responsabilité associée. Le repos était nécessaire, mais la vigilance demeurait primordiale pour éviter toute attaque surprise. Alors que nous nous installions, le colonel partagea ses observations et ses réflexions sur les actions à venir. Il insista sur l'importance de la discipline, de la coordination et de la communication. Chaque détail de la mission devait être exécuté avec précision, et chaque décision prise en fonction des informations disponibles. La préparation minutieuse devenait la clé de notre survie et de notre succès. Nous passâmes la nuit en rotation stricte, chaque groupe restant vigilant. Le silence de la nuit était seulement ponctué par le vent et le bruissement des feuilles. Les étoiles au-dessus semblaient observer nos mouvements, rappelant la fragilité de notre existence. Malgré la fatigue et la peur, la discipline et la préparation assurèrent notre sécurité et notre cohésion. Au petit matin, nous reprîmes notre marche, déterminés à atteindre notre objectif. Les informations recueillies la veille guidaient chaque décision. Le colonel dirigeait avec précision, anticipant les mouvements ennemis et ajustant nos actions en conséquence. Chaque soldat connaissait son rôle et agissait avec rigueur, garantissant l'efficacité du groupe face à un adversaire potentiellement supérieur. Nous traversâmes les champs, les bois et les villages avec prudence. Chaque étape nécessitait attention et vigilance. Les mouvements ennemis étaient observés, analysés et anticipés. La coordination et la discipline étaient essentielles pour maintenir notre avantage et assurer la sécurité du groupe. Alors que la journée avançait, nous atteignîmes une position stratégique offrant une vue étendue sur le terrain environnant. Le colonel ordonna une inspection complète, consignant chaque détail et ajustant les plans en conséquence. Chaque observation renforçait notre capacité à anticiper les actions ennemies et à planifier nos mouvements avec précision. La fin de l'après-midi approchait et nous décidâmes de nous établir pour la nuit. Le colonel organisa le camp avec rigueur,
répartissant les rôles et les responsabilités pour garantir la sécurité. Chaque soldat comprenait l'importance de la discipline et de la vigilance. Le repos était nécessaire, mais jamais au détriment de la sécurité et de l'efficacité. Le crépuscule enveloppa le paysage, et les ombres s'allongèrent sur les champs et les villages. Nous restâmes vigilants, utilisant les rotations et les postes de surveillance pour assurer notre protection. La discipline et la préparation garantissaient notre survie et notre cohésion face à un ennemi potentiellement supérieur. À suivre, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent juste à l'écran. Si celle-ci vous a plu, ne passez pas à côté des prochaines. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.